Alors maintenant qu'on a fait un rapide tour d'horizon des institutions européennes, je vous propose de nous intéresser dans cette deuxième partie, grand 2, l'UE face aux citoyens et aux États remise en question depuis 1992. Grand A, les crises, freins et moteurs de la construction européenne. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la construction européenne a traversé depuis 1992 de nombreuses crises. Et l'un des paradoxes de cette construction, c'est qu'à chacune d'elles, ou presque, les pays membres ont accéléré l'intégration européenne. En 2010, par exemple, la Grèce est frappée de plein fouet par une crise financière très grave qui s'étend à l'ensemble des pays de la zone euro, touchant les pays les plus endettés, Grèce, Italie, Portugal et Espagne. Pour éviter la faillite, l'UE et le Fonds monétaire international ont débloqué des centaines de milliards d'euros de fonds d'urgence. En échange, les créanciers exigent d'Athènes qu'elle mette en œuvre une politique d'austérité, ce qui a finalement entraîné une augmentation très forte de la pauvreté. Cette crise a abouti à la limitation des déficits pour les pays de la zone euro et à la validation du budget de chaque État par la Commission. Deuxième crise majeure, c'est la crise migratoire de 2015. La guerre en Syrie, débutée en 2011, et les crises en Afghanistan jettent sur les routes des millions de réfugiés. Et en 2015, ce sont près d'1 million de personnes qui trouvent refuge dans l'UE, pendant que des milliers de personnes meurent en mer Méditerranée. La crise politique est très forte entre certains pays qui décident d'ouvrir leurs frontières, notamment l'Allemagne et la Suède, et ceux qui refusent, comme la Hongrie. Le règlement de Dublin, qui oblige les réfugiés à être pris en charge dans le pays d'entrée avant leur répartition, montre ses limites. L'UE se tourne alors vers les pays extérieurs à l'espace Schengen pour contenir la crise migratoire, principalement la Turquie, mais aussi le Maroc et la Biélorussie. La question migratoire est toujours sensible en 2023 et les tensions entre Européens restent fortes. Enfin, troisième exemple, c'est la crise du Covid. Alors, vous le savez tous, le Covid-19 a touché l'Europe en 2020 et il a constitué une avancée majeure pour l'Union européenne. Bien que la question médicale ne soit pas une compétence européenne, la Commission a coordonné les pays pour une approche globale de la vaccination, avec notamment les commandes groupées ou encore la création d'un certificat de vaccination européen. La réponse économique à la crise a été elle aussi très forte, notamment avec l'élaboration d'un plan de relance de 750 milliards d'euros et la création d'une dette commune aux États européens, sans oublier l'action de la Banque centrale européenne pour soutenir les pays les plus en difficulté. Finalement, la crise du Covid-19 a permis d'accélérer la mise en œuvre des mécanismes de solidarité entre les pays, vaccination, dette, relance économique, malgré l'opposition des pays dits frugaux, c'est-à-dire des pays ayant une situation d'endettement faible et ne voulant pas payer pour les autres. Grand B, les États européens, principaux ennemis de l'UE. Depuis le traité de Maastricht, les différentes réformes institutionnelles ont visé au renforcement de la Commission et du Parlement européen, au détriment du Conseil qui représente les États. Avec l'élargissement à l'Europe de l'Est et notamment l'Europe qui a été jusqu'à 28 pays membres, des intérêts divergents se sont affirmés. Le Brexit, intervenu en 2016, a profondément marqué les pays membres. Proposé au référendum en juin 2016 aux citoyens britanniques, la possibilité d'activer l'article 50 permettant de quitter l'Union est votée à près de 52%. De 2016 à 2020, de longues et douloureuses négociations ont lieu entre le Royaume-Uni et l'UE. Ce divorce international a pour conséquence de raffermir la cohésion européenne. Mais malgré tout, de fortes divergences demeurent dans l'orientation à donner à l'Union. Le groupe de Visegrad, par exemple, qui réunit la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, se bat depuis 2015 pour défendre la souveraineté des États face aux institutions européennes et adopter une vision libérale de cette construction. Le continent européen est marqué par la montée des partis nationalistes qui considèrent l'UE comme l'un des principaux responsables de la crise économique et migratoire. La Pologne et la Hongrie sont gouvernés par des partis populistes de droite, hostiles à l'UE. Ces pays sont critiqués pour leur atteinte à certaines libertés fondamentales et à la séparation des pouvoirs, ainsi que pour le refus d'accueillir des migrants arrivés en Europe du Sud. En 2021, la Commission européenne a même ouvert des procédures d'infraction pour atteinte aux valeurs fondamentales de l'UE. Les gouvernements polonais et hongrois reportent de leur côté toutes les responsabilités sur les institutions européennes. Ils ont été rejoints par de nombreux mouvements ouvertement anti-européens qui gouvernent en Italie, en Lettonie et en Finlande, favorisant et reflétant la montée de l'euroscepticisme des citoyens européens. Grand C, un lien avec les citoyens à construire. La victoire des partis anti-européens traduit en effet une désaffection croissante entre les citoyens européens et l'UE. Si 71% des Européens considèrent que des actions européennes ont un impact sur leur vie, ils ne sont que 44% à s'intéresser aux prochaines élections européennes. Dans certains pays comme la France, la défiance vis-à-vis des institutions européennes est importante. 42% des Français seulement sont satisfaits du fonctionnement de l'UE, la moyenne européenne étant de 54%.
Ces chiffres traduisent une désaffection de la question communautaire. L'UE est accusée de favoriser l'immigration, de détruire certains aspects de l'économie, de renforcer les inégalités, etc. L'éloignement des institutions et leur méconnaissance favorisent ce rejet. Dans le même temps, les projets européens Erasmus ont permis de développer ce qu'on pourrait appeler une jeunesse européenne. Depuis sa création en 1987, le projet Erasmus a touché plus de 10 millions de personnes, permettant à des étudiants européens de travailler, de se former, d'étudier dans le pays de leur choix. L'objectif est d'atteindre les 20 millions de personnes d'ici 2027. Le programme a permis la création de diplômes européens et le rapprochement d'universités sur le continent. Erasmus est considéré comme la principale réussite de l'Union européenne par les Français qui en sont le principal consommateur. Il a permis d'aboutir au développement d'une culture européenne commune à la jeunesse étudiante. Ainsi, 90% des étudiants ayant participé au projet Erasmus ont le sentiment d'avoir une culture européenne commune. Bon, c'est bien, si vous êtes encore là, c'est que vous avez survécu aux institutions européennes. Et pour conclure, eh bien, que pouvons-nous retenir ? Le projet européen s'est donc construit lentement par un processus atypique de transformation et d'adaptation permanente au contexte continental comme international. Devenu UE depuis le traité de Maastricht, l'organisation politique s'est dotée d'institutions complexes, mêlant démocratie représentative, déléguée et participative autour du triangle institutionnel. Confrontée à de nombreuses crises, l'Union européenne a presque toujours réussi à les surmonter par un processus d'adaptation qui en font un ODNI, objet démocratique non identifié. Elle reste cependant l'objet de méfiance et de critiques très fortes par les États européens et surtout par les citoyens qui se désintéressent massivement des questions politiques européennes. Les élections de 2024 font aussi craindre un nouveau record d'abstentionnistes. Et voilà, nous en avons donc terminé avec cette vidéo. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, la fiche du cours au format PDF ainsi que le fichier audio de cette leçon sur mon blog histoiregéoenvideo.org. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, après cette vidéo, là ça devrait aller, une bonne fin de tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt. Ciao!